Donc, sur le plan paraclinique, en anténatal, si la lésion est déjà présente chez le fœtus, le diagnostic peut être suspecté par l'échographie anténatale qui montre une image extra-parenchymateuse strictement anéchogène de la ligne médiane située en arrière du troisième ventricule. Cette image, dite en raquette, correspond à la dilatation veineuse qui se draine par une structure tubulaire correspondant au sinus falcoriel. Il est confirmé par l'échodoppler couleur qui montre l'antivasculaire de la lésion en mettant en évidence le flux de l'anévrisme sous forme de flux turbulent bidirectionnel et qui sera complété par l'imagerie par résonance magnétique ou bien l'angiographie par résonance magnétique. Donc, en postnatal, c'est plus l'IRM et l'ARM qui permettront de caractériser la lésion et d'évaluer son impact sur le parenchyme. Avec l'IRM, nous saurons différencier la malformation anévrismale d'une malformation artério-veineuse intraparenchymateuse qui se draine dans la veine de Galien. Elle permet aussi de préciser au mieux les lésions parenchymateuses qui peuvent être de type locomalacique ou hémorragique. Donc, l'ARM reste nécessaire à l'analyse de l'architecture lésionnelle et elle est indispensable pour poser le diagnostic de la FAV de Galien. Donc, elle est pratiquée vers 5 à 6 mois de vie. Donc, l'examen de référence, il permet de voir l'enjeu architecture de la malformation, d'apprécier les flux qui y circulent et d'évaluer la qualité des voies de drainage veineux cérébral. Donc, en fonction de l'âge du patient, elle sera réalisée habituellement dans le même temps que l'embolisation pour réduire le nombre de procédures invasives. On peut aussi réaliser le scanner en postnatal, ce qui va permettre de montrer des images spontanément hyperdenses et qui correspondent aux veines de drainage, parfois des calcifications au sein du nudus. Donc, comme autre exemple paraclinique, nous pouvons avoir la radio du thorax, ça montre une cardiomégalie en cas d'insuffisance cardiaque, l'échographie cardiaque qui va montrer une dilatation des cavités droites et permettrait d'éliminer une malformation cardiaque. Et l'échographie transfontanellaire montrera l'anévrisme de l'ampoule. Donc, voici ici quelques images des examens paracliniques demandés. Donc, ici, nous avons la radiographie du thorax. Donc, les deux images côte à côte, c'est le scanner. Et là, nous avons les images de l'IRM. Donc, en grande part, nous allons aborder les autres formes cliniques. Donc, les formes cliniques selon l'âge. Donc, dans la forme anténatale, donc l'échographie va retrouver une formation pseudokystique médiane. L'IRM confirme le diagnostic et recherche une atrophie corticale. Et le bilan complet recherche une hydrocéphalie et une insuffisance cardiaque congestive qui est de pronostic très sombre. Pour la forme du nourrisson, c'est les signes d'insuffisance cardiaque, la macrocranie qui oriente vers le diagnostic et l'échodoppler et l'IRM aident à visualiser la malformation. Donc, chez le grand enfant, c'est l'hydrocéphalie associée à une dilatation veineuse, les crises convulsives, les retards psychomoteurs qui peuvent orienter vers la malformation. Mais on peut aussi trouver des formes asymptomatiques qui sont découvertes fortes, surtout devant des céphalées persistantes. Donc, pour les formes topographiques, nous avons les fistules artério-veineuses hépatiques qui se compliquent assez vite d'une insuffisance cardiaque. Nous avons les fistules artério-veineuses au niveau des membres qui est exceptionnel d'avoir à la naissance. Et nous avons aussi les fistules artério-veineuses pulmonaires, donc qui créent un chemin droite-gauche extracardiaque à basse pression. Dans ces cas de figure, on peut avoir une cyanose qui est plus ou moins bien tolérée. Donc, devant les malformations artério-veineuses de l'ampoule de Galien, donc, nous avons comme diagnostic différentiel. Donc, devant l'insuffisance cardiaque néonatale, il faudrait éliminer la cardiopathie congénitale décompensée en insuffisance cardiaque et faire la différence avec une écho cardiaque. Donc, devant l'hydrocéphalie, il faudrait éliminer une malformation de Andy Walker, une méningite, une hémorragie méningée, et la différence peut se faire au scanner ou bien à l'IRM. Et devant les images qu'on a à l'échographie transfontanellaire, il faut différencier le kyste arachnoïdien et le kyste de la glande pinéale. Donc, en grand, nous avons le traitement. Donc, les buts du traitement, c'est de corriger la malformation et d'éviter les complications à court et long terme. Donc, dans les moyens, nous avons les moyens médicaux, donc avec une prise en charge de l'insuffisance cardiaque, avec une oxygénothérapie, voire ventilation assistée, une restriction hydrique aux 2 tiers des besoins de base, l'utilisation des diurétiques
systémique à raison de 1 à 10 mg kg en IV. Les amines vasopressives telles que la dobutamine à raison de 5 à 20 microgrammes par kilo par minute. Aussi la prise en charge de l'hydrocéphalie avec une dérivation du LCR. La prise en charge de l'hypertension intracrânienne avec le mannitol sérum salé hypertonique, la prise en charge des convulsions avec les anticonvulsivants, le Gardénal et le Valium, et la prise en charge des hémorragies avec la transfusion de globulaire ou bien de plasma frais congelé. Donc, pour les moyens chirurgicaux, nous avons l'embolisation intravasculaire qui est réalisée avec un microcathéter qui est avancé dans la malformation pour injecter un produit qui permettra d'occlure une partie de la malformation. Donc, cette sonde est visualisée par artériographie sous anesthésie générale. Elle peut traiter définitivement la MAV ou bien être une étape du traitement. Donc, on peut avoir aussi une chirurgie qui consiste en une dissection microchirurgicale après craniotomie qui permet un traitement définitif de la malformation. On peut aussi avoir recours à la radiochirurgie stéréotaxique qui consiste en une irradiation administrée en une seule séance centrée sur la malformation. Donc, comme pour les indications, dans tous les cas, la prise en charge médicale est indiquée. Donc, le traitement est multidisciplinaire après discussion collégiale entre neuroradiologues, neurochirurgiens, neuropédiatres et radiothérapeutes. Donc, dans les insuffisances cardio-congestives instables dès la naissance et en l'absence de lésions cérébrales, l'embolisation est préférée. Donc, pour les malformations artérielles de volume modéré et de localisation profonde ou bien sujet à proximité de zones cérébrales très fonctionnelles, c'est la radiochirurgie qui est préférée. Donc, la microchirurgie est réalisée pour les malformations corticales de petite taille et dans les insuffisances cardiaques congénitales avec lésions cérébrales majeures, l'abstention thérapeutique est de rigueur. Donc, sur le plan évolutif, les éléments de surveillance seront les constantes avec la conscience neurologique, les transaminase hépatique et la fonction rénale et l'échocardiographie et l'IRM cérébral. Donc, l'évolution est favorable si la prise en charge est très précoce, mais on peut avoir des complications cardiaques à court terme, telles que l'insuffisance cardiaque par hyperdébit, l'hypertension artérielle pulmonaire, le choc cardiogénique et au final une défaillance multiviscérale. Les complications sur le plan neurologique à court terme sont l'ischémie, l'atrophie cérébrale, l'hémorragie intracrânienne, une thrombose, l'hydrocéphalie, la leucomalacie périventriculaire ou bien des calcifications parachumenteuses. Elles peuvent être aussi à long terme à type d'épilepsie ou bien de déficit neurocognitif. Donc là, nous avons un schéma montrant l'embolisation de l'anévrisme de la veine de Gallia. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'anévrisme est la communication anormale permanente entre une artère et une veine à la suite d'une malformation conjoncturelle ou d'un traumatisme. Les anévrismes du cerveau sont les plus fréquents et ils peuvent se rompre à tout moment, indiquant la prise en charge urgente pour éviter une hausse du taux de mortalité. Donc, le traitement est essentiellement chirurgical. Elle nécessite une maîtrise des bases anatomiques et l'intégration de nouvelles technologies. Et l'anévrisme est une pathologie dont le pronostic est très sombre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci Raki.